Bonjour à tous, merci à ceux qui sont venus. Il y a quelques heures, je crois qu'ils sont déjà, c'est pas la première fois. Il y en a pour qui c'est la première fois ce soir au GRP? Donc en deux mots, le GRP, qu'est-ce que c'est? C'est une association de bonne volonté qui s'est créée, on a fait ça je crois en 2007. On s'est dit, on est plusieurs petites entreprises, très petites, ou des PME moyennes, et on s'est dit, on fait toutes les choses. En termes de développement durable, enfin, le point d'entrée c'était surtout environnemental dans nos pratiques, et on s'est dit que plutôt que de ramasser un peu tout et n'importe quoi sur internet comme bonne pratique ou des choses qu'on pourrait mettre en œuvre, on s'est dit qu'on allait se partager nos expériences et donc faire comme ça sans autre ambition que ça, faire quelque chose de tout complètement bénévole, à part le repas de la Chayotte après pour ceux qui se sont inscrits, mais partager des expériences de manière assez locale pour être dans des choses assez pratiques et rester dans le local. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on fait également, c'est que régulièrement donc, on invite des acteurs locaux qui peuvent des fois être là dans le cadre de démarches commerciales un petit peu, mais parfois on essaie de les sélectionner, mais sinon être dans du partage d'expérience dans ce qui a pu être mis en œuvre pour essayer de comprendre les échecs, les opportunités, pour apprendre des choses, pour aussi entre nous se faire un peu de réseau et après certains se revoient en dehors pour mettre en place des choses ou comprendre ce qu'a pu faire quelqu'un. Donc l'objet, ça reste ça. Voilà, donc ce soir on va parler de déplacement, de mobilité, donc c'est un vaste sujet qui nous concerne à tous, on va parler des plans de déplacement d'entreprise, mais on va parler aussi, puisque nous avons une éminente représentante de la ville de Bayonne, de mobilité au sens large, Madame Calvanus, sujet qui nous concerne tous, notamment au niveau de nos entreprises, mais également dans notre quotidien, tout simplement aussi de citoyens. Donc la réflexion, elle est forcément large et ouverte ce soir. Voilà, donc le premier intervenant sera Monsieur Besançon. Il n'y a Besançon. pas mon nom, effectivement. De l'ADEME, donc qui va De parler l'ADEME. de challenge à mobilité. Et on a aussi Pierre Camus de l'EDF, voilà, qui est là. qui va témoigner aussi de son expérience de PDE et de participation au challenge. Et puis on est content aussi parce qu'il y a Bissy qui est là, donc je pense qu'on pourra leur laisser la parole à la fin de la conférence parce qu'ils ont aussi des actions intéressantes. Donc je pense qu'il faut leur laisser une place. Voilà. La parole est à vous. Bonjour à tous. Donc je me présente Alain Besançon de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le petit logo qui est là, que vous voyez de temps en temps. Ça arrive qu'il y en ait qui ne connaissent pas et c'est bien normal, je trouve. Voilà, donc on m'a demandé de parler de cette opération qu'on a initiée il y a 3 ans sur l'agglomération bordelaise et qu'on a développée sur les agglomérations de Pau et de Bayonne cette année. Donc ça s'appelle le Challenge Interentreprise, Challenge Mobilité. Et donc on est dans la sphère des entreprises. On s'adresse aux salariés et aux dirigeants d'entreprise. Donc déjà sur cette affiche, il y a un certain nombre de choses qui permettent de comprendre l'opération. Pour ceux qui ne la connaissent pas, déjà pourquoi? C'est parce que 80% des salariés qui vont travailler viennent en voiture dans leur lieu de travail. C'est un chiffre assez global qu'on retrouve dans toutes les agglomérations à des nuances près françaises. Alors des nuances, ça peut être 10 points de différence, ce qui est assez considérable, mais bon, puis après ça dépend. Enfin, en tout cas, on a focalisé sur ce chiffre-là parce qu'il est assez emblématique. Et on a beau être sur l'agglomération bordelaise, où si j'ai bien compris, on a quand même fait beaucoup de choses par rapport à des agglomérations qui sont plus au sud. On a encore quand même beaucoup de pratiques de la voiture seule. Parce que là, les 80%, ils sont tout seuls dans leur voiture et ils vont à leur travail tous les matins et tous les soirs. Donc, encombrement, pollution, etc. L'agglomération bordelaise a été pointée comme une des agglomérations dont les seuils de pollution étaient dépassés en particules et en oxyde d'azote. Bon, voilà, c'est dû en grande partie au transport. Donc la deuxième chose, c'est la date. Donc c'est 19 septembre 2013.
2013, donc c'est un jour de l'année. Et le slogan c'est au travail j'y vais autrement, donc j'y vais pas forcément qu'en vélo, mais j'y vais en bus ou en covoiturage ou en télétravail, etc. Donc en fait, voilà, on demande, oui je ne fais pas le transport suivant, on demande aux salariés de venir autrement, de venir voilà, dans tous les modes qui sont affichés là, y compris marche à pied d'ailleurs, de faire soit un effort, soit de déclarer qu'ils font comme d'habitude, mais en tout cas, ils s'engagent dans un challenge. Alors, le challenge, en fait, c'est un challenge inter-entreprise, donc c'est les entreprises qui concourent entre elles, et c'est celles qui auront mobilisé le plus de salariés dans cet objectif qui gagnent le challenge. Ah mince. Non, c'est bon. J'ai compris comment il fallait faire, il faut appuyer sur le bon bouton. Voilà. Oui, ça bouge en plus, c'est merveilleux. Donc, vous avez les 3 agglomérations. Donc, sur le Bordeaux, on a ce qu'on appelle un club de la mobilité. Donc, c'est un endroit où les entreprises, les collectivités et voilà, parlent de mobilité. Je ne vous dirai pas plus, mais donc ça c'est l'agglomération bordelaise, l'agglomération paloise et l'agglomération bayonnaise. Donc en termes d'objectifs, notre objectif c'est de travailler sur le changement d'habitude. Certains disent le changement de comportement, moi je préfère parler d'habitude. On est plus dans quelque chose de répétitif et où on ne réfléchit pas trop et pourtant on peut changer. Mais la question c'est comment faire pour qu'on change ses habitudes, et donc on propose de le faire de façon ludique et de façon peu impliquante, puisque c'est une journée et c'est pas toute l'année, tous les jours. Voilà. Donc alors sachant qu'un autre chiffre qu'on retrouve à peu près partout, c'est 20% des déplacements, en gros, c'est environ, des déplacements, de la totalité des déplacements sont des déplacements domicile-travail. Donc pour se rendre à son travail, bon, je ne vous détaille pas trop, je vous ai déjà dit que c'était un concours inter-entreprise. Voilà. Ah, merde, pardon. Je vous ai déjà dit ça aussi, la 3e année sur la Cube et la première année sur Pau et Bayonne. Donc un petit bilan entre la première année et la dernière année. La première année sur Bordeaux, on a réussi à mobiliser 25 entreprises. Et donc là, sur l'ensemble des agglomérations, on a mobilisé 135 entreprises. Et on est passé de 600 à 3500 salariés. Ce qui est bien, enfin, on est content. Mais on peut faire beaucoup plus, hein, évidemment. Et dernier indicateur intéressant, c'est qui a changé ce jour-là. Donc on a augmenté un peu le taux de changement. C'est un taux global sur l'agglomération bayonnaise, on est au-delà de ça en plus. On va le voir. Voilà, après, ça c'était les chiffres 2012, mais ils sont à peu près pareils sur 2013. Donc on a les transports en commun, enfin c'est à peu près égal hein, quand même, hein, vous voyez, avec une petite réduction sur le covoiturage, mais bon, voilà, alors c'est surtout impacté par l'agglomération bordelaise. Hein. Soit clair, vous verrez les chiffres. Donc sur les 135 entreprises, on a 70-75 entreprises bordelaises. Ouais, alors notre ambition pour 2013, c'était de doubler le nombre d'entreprises et de salariés sur la communauté urbaine de Bordeaux, et puis de mobiliser les agglomérations de Pau et Bayonne. D'augmenter le pourcentage de changement, ben, vous voyez, ça c'est fait. Et puis, c'est pas qu'un événement ponctuel, on veut que ça s'inscrive dans la durée. Ça c'est une difficulté pour nous. Et là, je suis prêt à ce
qu'on discute de ça, parce que c'est vrai que c'est difficile de convaincre les entreprises de continuer à mobiliser les salariés et aux salariés de changer plus souvent. Voilà, mon dernier transparent, c'est celui-là, sur l'agglomération bordelaise, bayonnaise, pardon. Donc on a 16 entreprises. Ah oui, j'ai pas mis le. Bon, bref, on a mobilisé 16 établissements et je me suis trompé. C'est pas 3400 salariés, pas du tout. 34. Non, c'est 3. Non, mais. Ah si, c'est ça, pardon, non, ça représente 3400 salariés. Je sais plus. Et il y a 300 salariés qui ont participé. Voilà, bon, après, c'est un peu anecdotique, les kilométrages. Ah, pardon, les kilométrages, voilà. Et ce que je vous disais, on a quand même plus de salariés sur l'agglomération bayonnaise qui ont bougé par rapport, qui ont changé de comportement, d'habitude, ce jour-là, que sur l'agglomération bordelaise. Et sur Pau? Sur Pau, c'est un peu les mêmes chiffres, avec un peu plus d'établissements, mais un peu moins de salariés. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, ils ont mobilisé plus d'entreprises, mais à l'intérieur des entreprises, ça a moins bien fonctionné. Voilà. Donc ça représentait un peu nos objectifs. On voulait avoir une vingtaine d'entreprises par agglomération. Donc c'est bien, voilà. Mais c'est la première année et on voudrait que ça... Quand vous dites établissement, il y a secteur privé, secteur public? Public-privé, les deux. Les deux? Ouais. Alors si je fouille un peu, je vais vous afficher je ne l'ai pas mis en suivant. Excusez-moi, mais je peux récupérer effectivement les participants, les entreprises, la liste des participants. Je sais pas si... Qui c'est qui a remporté le challenge? Alors on avait 4 catégories. Il y a eu 4 gagnants parce qu'il y avait 4 catégories. Parce qu'on ne peut pas comparer une entreprise de plus de 500 salariés avec une entreprise qui en fait 20. Donc on avait les entreprises de plus de 500, où effectivement c'est la ville de Bayonne qui l'a remporté. Et alors après, il faut que je fasse appel à ma mémoire. Les plus petits, voilà, c'est l'Aviron Bayonnais qui a mobilisé 100%. Ouais, 100%. Non, pas 100%. C'était 16 salariés, alors C'était 16. ils sont 20, donc... Oui, voilà, c'était pas mal. Ensuite, l'agence d'urbanisme. L'agence d'urbanisme qui avait mobilisé 100% de ses salariés. salariés. Et puis après, il y avait ERDF. Et ERDF, ici présent, qui a fait 15%. Non, c'est plus, Non, je crois, un peu plus. Voilà. Donc ça a l'air de rien, mais en fait ça demande beaucoup de travail finalement. À la fois pour, pour le dispositif, bon il y a tout un dispositif d'inscription, etc. Donc je vais passer les détails sur internet. Mais c'est surtout sur la mobilisation des entreprises. Et puis de leur apporter toute l'aide pour qu'ils puissent mobiliser les entreprises. Donc ça ne fonctionne que s'il y a un référent d'entreprise qui est motivé, sinon ça ne fonctionne pas. Et est-ce que vous avez la mesure après, parce que sur cette journée-là, vous avez les salariés qui ont changé leurs habitudes, Ouais. et est-ce qu'ils l'ont gardé ou est-ce que le lendemain ils sont revenus à Pour leurs l'instant, habitudes? j'en ai aucune idée. D'accord. Et quand vous disiez que vous aviez des difficultés justement à pérenniser cette journée sur la durée, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez auprès des entreprises? Non, enfin c'est une difficulté, je ne dis pas qu'on a des difficultés, c'est une difficulté forcément. D'abord, on n'a pas mesuré vraiment, honnêtement, si ça a perduré ou pas, mais il y a de fortes chances que ça ne perdure pas, hein, puisqu'on leur indique que voilà, vous avez une journée, et puis on sait bien que il y en a beaucoup qui ont fait des efforts, enfin t'en parleras sûrement, et donc c'est des efforts, donc ils ne le renouvellent pas, forcément. Mais le côté positif, c'est qu'ils découvrent, ils ont changé, ils ont essayé, surtout, ça c'est un mot intéressant, ils ont essayé un autre mode, et ça leur donne des idées, ça leur montre que c'est pas si difficile que ça, etc. Donc, mais il nous reste à mesurer ça, effectivement. Est-ce qu'il y a un retour pour savoir s'ils l'ont bien vécu ou mal vécu, si ça leur a donné envie de continuer ou pas? Alors, c'est pareil, ça fait partie de l'évaluation. On a des commentaires qui s'affichent ou pas, mais alors, en général, tous les commentaires sont positifs. Alors qu'en général, quand il y a des commentaires, c'est qu'on a quelque chose à reprocher, etc. Donc,
c'est souvent super idée, tout ça. Moi, je pense que les participants sont satisfaits. Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, on n'a pas fait de questionnaire pour ça, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est quelque chose qui mériterait d'être fait. Mais dans les entreprises, on a des retours. Voilà. Après, chaque entreprise a sa propre... Parce que nous, on a utilisé cette journée justement pour en faire une évaluation, pour avoir des retours des gens qui testaient autre chose. Donc on avait fait un accueil convivial Voilà. et on avait une petite évaluation de la tentative des personnes qui avaient ce jour-là essayé le quart, ce jour-là essayé. Alors là, il n'y a pas que des satisfaits. Oui, ils trouvent que c'est long et que ça Voilà, les j'ai conforte. perdu un quart d'heure. Le vélo, en revanche, remporte tous les suffrages. Voilà, il y a des modes qui remportent plus ou moins l'adhésion. Non, on a eu une météo absolument catastrophique ce jour-là. Ouais. Oui, c'est bon signe. On va peut-être prendre le relais avec les expériences, comme ça. J'ai une question. Vous dites donc 80% des salariés vont travailler seuls dans leur voiture. Ouais. Est-ce qu'on compte s'il y a des enfants ou pas derrière qu'on donne à l'école dans ces 80%? Ou est-ce que 80% de ceux-là n'amènent pas d'enfants à l'école? Alors, bon, on en discutait tout à l'heure. Non, on en discutait tout à l'heure. Il faudrait vérifier les chiffres. Moi, j'ai un chiffre, c'est qui résulte d'une analyse dans un certain nombre d'entreprises. Il y a 30% des gens qui vont au travail qui amènent leurs enfants. En voiture, D'accord. forcément. Ouais, d'accord. voilà, donc, mais ils sont dedans. Alors c'est 80%, donc il y a une partie. Oui, ils sont seuls, ils arrivent seuls au travail en tout cas. Ils arrivent seuls au travail. Là. Mais ils ont pu faire des choses avant. Oui. Et en général, majoritairement, très grande majorité, ils ont accompagné leurs enfants. Mais ça ne constitue pas la majorité des gens qui vont au travail. D'accord. 20%. Maintenant, c'est 60 et je trouvais ça On n'était pas d'accord. un peu élevé. Mais essentiellement des femmes d'ailleurs. Hein. On faisait nos propres Il y a des hommes qui amènent au travail. Ouais, non, je vais m'en mêler avec la souris. Non, mais, moi, il me semble que dans notre enquête, on avait posé la question s'il faisait du covoiturage familial. Quand on a fait le diagnostic. Et après, je ne sais pas si j'ai les résultats. Enfin, on avait détaillé les résultats. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le diaporama. enfin, ça entre guillemets déculpabilise pas ceux qui vont quand même seuls au travail malgré qu'ils aient déposé leurs enfants. Non, mais Tu vas pas déposer des enfants à Alors l'école. il y a un exemple typique. Voilà, il y a un exemple typique. Non, tu laisses la voiture à l'école, bah vas-y Frédéric, parle de ton expérience. Non, ouais, c'est des militantes. Bah oui, mais c'est Non, possible. mais moi, j'ai pas d'autre solution pour déposer mes enfants à l'Icastola que de les transporter en voiture. Les transports en commun ne conviennent pas et j'ai un petit que je peux pas amener en vélo. Donc, je fais le trajet en voiture et de la voiture, je me gare à proximité de la ligne de bus et je saute dans le bus. Voilà, ça c'est les jours où... Mais bon, Non, mais on bouclera. Du tout, non. C'est à relier à la conclusion que je vous présenterai tout à l'heure sur les modes de déplacement et la manière dont on pense nos déplacements. Ouais. Alors, Parce que je pense qu'il n'y a personne qui pense à faire ça. je pense, ouais, tout à fait. Si. Moi, je fais Ouais, trois- deux personnes. trois transports dans la journée. C'est très rare, alors c'est très rare. Mais, Et si on est entre convaincus, donc. Mais non, mais c'est pour dire que c'est juste pour dire que les choses sont possibles et faisables, il suffit de s'organiser différemment. C'est pas de mon témoignage dont je voulais parler, je voulais dire qu'il existe des dispositifs aussi pour éviter ce trajet aux enfants dans la voiture. C'est ce qu'on appelle les pédibus dans certaines zones et les caravanes ici. Il faut savoir que peu de gens encore connaissent bien le dispositif. Ça se monte dans une école avec des parents volontaires, souvent soutenus par les mairies, enfin c'est mieux si c'est. Et il y a des accompagnements par les réseaux, par le réseau Aquitaine en l'occurrence, pour accompagner ces dispositifs. Donc ça évite, même si on ne fait pas entre 200 gamins dans un carapate certes, mais ça peut éviter 15 voitures selon les lignes. Alors, donc c'est une vraie ligne de bus, mais à pied, 15 à pattes. Ouais. C'est une action qui était inscrite dans l'agenda 21 qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre. C'est vrai que c'est difficile. Et ça nous relie aussi à un autre problème qui est lié aux mobilités douces ou actives, ça dépend comment on les appelle. C'est la sécurisation des itinéraires, donc la praticité de la ville.
là, il y a un gros travail à faire sur les déplacements de proximité. Et notamment Voilà. pour la Et commune aussi. donc on a proposé à l'agglo, c'est tout récent, je ne sais pas quel niveau de validation ça a, pour l'instant aucun, l'agglo est en train de valider son plan de déplacement urbain. On leur a fait une proposition, on leur a proposé de mettre en place des plans de déplacement de quartier, c'est-à-dire de descendre à une échelle infra, parce qu'ils sont sur des grands enjeux. Et la proximité, c'est quelque chose qui est mal pris en compte, que ce soit sur le vélo ou sur d'autres modes de déplacement, et c'est pourtant très important. Donc on leur a proposé une démarche un petit peu ascendante, qui vienne de la proximité, qui vienne du terrain pour nourrir leur plan de déplacement urbain. Voilà. Je vais vous présenter alors une démarche qui est beaucoup moins aboutie que celle que Pierre Camus va vous présenter sur ERDF, parce que nous on balbutie sur la mise en place du plan de déplacement en entreprise. Je vais vous présenter surtout le contexte et la direction dans laquelle on veut aller sur ce plan de déplacement. Donc on a commencé à travailler sur cette thématique avant l'été. On a entendu parler du challenge de la mobilité, donc vers le mois de... ça devait être fin mai, début juin, je ne sais pas quand. C'est Marion qui nous a alerté là-dessus. Et on s'est dit, on va essayer d'attraper le train en route et de faire du challenge de la mobilité le lancement du plan de déplacement d'entreprise de la ville. Donc on a un peu compressé le temps de diagnostic qui n'était pas du tout engagé à cette époque. Et on l'a fait pendant l'été, donc c'était une période très, très, très courte. On a travaillé en associant, alors sur les conseils de notre partenaire du club ERDF, surtout associer bien les syndicats. On a commencé par là, par essayer de mobiliser vraiment la base sur ces enjeux en disant on va travailler sur les plans des salariés, plans de déplacement d'entreprise. On commence la première étape, c'est pas les déplacements en journée, c'est les déplacements des salariés pour un bénéfice social, un bénéfice financier, pour que les gens se sentent impliqués et positivement impliqués. Donc ça, c'est la première étape. À partir de là, les syndicats nous ont aidés à diffuser et mobiliser les gens pour répondre à un questionnaire. C'est quand même 1100 questionnaires qui ont été diffusés pendant l'été, donc période pas du tout propice, mais on essayait d'attraper le challenge de la mobilité, donc il fallait absolument qu'on en fasse l'analyse pour l'automne. On a un taux de retour de plus de 40%, donc ce qui est bon, ce qui n'est pas aussi bon que chez EDF, mais on a d'autres contraintes, vous allez le voir, l'éclatement des sites notamment. Et je vais vous présenter un peu les premiers résultats du contexte. Donc la démarche, une démarche de diagnostic qui est engagée. Alors on n'a pas voulu se mettre sur la procédure traditionnelle, on fait l'étude et on fait le plan d'action d'emblée. On a voulu mélanger dans le calendrier diagnostic et plan d'action, première expérimentation. Alors le diagnostic donc, a été réalisé, l'analyse est maintenant finalisée, donc on est en phase, au 1er novembre, à peu près, l'analyse est finalisée. On va les présenter aux salariés et leur proposer les démarches à suivre. J'arriverai en conclusion. Le diagnostic, on l'a fait. Je vais vous présenter la géographie, des éléments de géographie, des éléments de solutions disponibles, les coûts que ça représente, pas les solutions, les transports, les pratiques actuelles, et les changements espérés. Alors en termes de géographie, on est sur un éclatement des résidences, des lieux de résidence et des lieux de domicile des salariés. Donc là, on est sur 914 agents. Je n'ai pas compté le CCAS parce que c'est un peu particulier. C'est beaucoup d'aides à domicile qui sont totalement mobiles et électrons libres dans la journée. Donc sur ces agents sont répartis sur 70 communes de résidence sur un bassin de ville très étalé puisqu'on va jusqu'à plus de 50 km de Bayonne. Voilà à peu près la répartition. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'on a quand même 49% des agents de la ville qui habitent la commune de Bayonne. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas en tête avant de commencer le diagnostic. On a 9,5% sur Anglette et en tout on a près de 60% qui habitent sur l'agglomération. On a un énorme regroupement aussi sur le site, sur Cambo et légèrement vers pardon ? Comment ? 7% à Biarritz. Ils sont chauvins. Non, pas 7% à Biarritz, 2% à Biarritz. Ça fait 7 agents. En tout, voilà, 60%, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même 60% des agents qui résident sur l'agglomération, chiffres qui sont totalement différents, vous allez voir tout à l'heure chez ERDF. Donc ça, c'est un atout considérable. La dispersion des sites, en revanche, ça c'est un handicap un peu particulier. On a le site du centre-ville qui regroupe plus de 400 agents. Le reste, le gros des troupes se trouve sur la zone de Saint-Frédéric, c'est le centre technique municipal, et le reste est relativement éclaté, dispersé sur le territoire, avec quelques regroupements sur Loga,
un peu à la plaine d'Anceau, et on a vraiment totalement dispersé. On a 63 agents qui se baladent, c'est les cimetières, les gardiens des cimetières et autres. En termes de solutions, qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui par rapport à la proposition du territoire? Alors, en bus, en car, en train ou en covoiturage? Alors, en bus, on a donc le périmètre qui est en vert, c'est le périmètre qui est desservi aujourd'hui par Chronoplus, l'offre de Chronoplus, donc qui regroupe quand même, 68% des agents potentiellement desservis. En car, on a nos agents qui sont regroupés sur des lignes de car du Conseil général, les lignes de car interurbain, Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, relativement. Les lieux de résidence sont relativement bien desservis et on a 115 agents qui sont concernés. En revanche, en termes d'horaire, on a un peu plus de difficultés à trouver des solutions. En train, alors ça c'est le mode de transport idéal qui est plébiscité par tout le monde parce qu'on peut faire autre chose, c'est tranquille, c'est sûr et c'est vraiment un mode tout à fait envisageable. Ça concerne une trentaine d'agents. Mais là, on a des horaires qui sont totalement impraticables. Alors, quand je dis impraticable, la nomenclature impraticable, c'est, j'entends ça par rapport aux horaires d'accueil périscolaire, justement, par rapport à cette contrainte de déposer. C'est pour ça qu'on se chamaillait tout à l'heure pour savoir si c'était 30 ou 60%. Et c'est vrai que dans les enquêtes, alors peut-être que à travers les enquêtes, les gens qui ont des problèmes de déplacement répondent davantage que la statistique globale. Donc peut-être que les gens qui ont des problèmes de dépose. En covoiturage, on a créé virtuellement 5 lignes de covoiturage qui regroupent les lignes des agents. Alors suivant les sites, on a 210 agents concernés, ce qui est énorme quand même, et cette ligne à étudier de près. En fait, on est obligé de démultiplier les lignes par rapport au site d'arrivée. Mais on a 7 lignes qui sont intéressantes. Cette ligne, j'ai considéré qu'elles étaient intéressantes à partir du moment où potentiellement on avait plus de 15 agents dessus. C'est-à-dire qu'ils partent du même endroit, qui vont au même endroit, et qui potentiellement, 15... On doit arriver à trouver des compatibilités horaires à partir d'un seuil de 15 agents. C'est totalement arbitraire et pas du tout homologué par l'ADEME. C'est totalement intuitif. Les coûts, alors c'est quelque chose sur lequel on a essayé de mobiliser nos agents. Donc toutes les études mettent en avant que les coûts de déplacement, les coûts liés à la voiture sont très sous-estimés par les gens. Alors on s'est contenté pour leur parler de quelque chose qu'ils connaissent, des coûts de carburant seuls, parce que justement tous les coûts annexes, c'est quelque chose qui est très, très, très mal perçu, mais si on leur parle de coûts de carburant seul, on obtient des chiffres qu'on généralement on ne met pas bout à bout, mois après mois, plein après plein. Donc là on leur parle de carburant et on s'est mis au diesel et sur une base de 227 jours de travail par an, et on obtient des coûts pour des agents qui viennent de Hurt, qui sont sur des salaires de la fonction publique qui sont relativement modestes pour une bonne partie des salariés de la ville, qui sont très significatifs. Il faut transformer en mois de salaire. Alors, il faut les transformer en mois de salaire. Il y a quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte. Là, je ne suis pas capable de le faire, c'est les réductions d'impôts. Et oui. Voilà. Oui. Ça change énormément la donne. Mais justement, si c'est des petits salaires, ils sont pas énormément imposables, je suis pas sûre que ce soit... Oui, moi j'ai des collègues qui ne payent plus d'impôts. Enfin, c'est plus avantageux pour eux de continuer à venir en voiture et de déduire quand ils habitent au-delà de 25 km, je crois que c'est ça le seuil. Ça ne vous empêche pas de faire du covoiturage et de dire que vous venez avec votre propre voiture. Ah, c'est vrai. On le fait tous, hein. Ouais. On l'a tous fait. En tout cas, on peut... téléphoner aux impôts. C'est enregistré. Oui, monsieur l'inspecteur des impôts. C'est pas confondable. Oh bah si. C'est dénonçable, apparemment. Si on est sur les coûts, je peux témoigner de mon trajet domicile-travail tous les jours. Je fais Bayonne-Hendaye en train, avec le vélo dans le train. J'ai fait le calcul avec la prime de l'employeur, etc. Donc moi, ça me coûte 30 €, à l'employeur 30 € par mois. Et en voiture, j'ai fait l'estimation, ça me coûterait 6 fois plus cher. Sur le carburant, tout de suite. uniquement sur le carburant. En comptant carburant, usure et péage, abonnement péage. Parce Voilà, que c'est juste ouais. pas possible de prendre un national
Alors nous, on a un agent qui habite à Hendaye, donc j'ai pas mis les Usure, statuts. c'est quoi l'usure? Usure de la voiture, parce qu'ils sont montés dans le barème, j'ai pris le barème. C'est pas beaucoup, je crois. Ouais, ça me va. Ouais. C'est pas beaucoup. J'ai fait, voilà. Oui, Il y a peut-être des choses plus fines à faire. Là, il n'y a pas les chiffres d'Hendaye parce qu'il n'y a qu'une personne qui habite à Hendaye et je ne vais pas donner de nom, mais c'est la directrice générale des services, donc on a considéré qu'elle voilà, on n'avait pas à focaliser sur son cas. Mais effectivement, avec le péage, ça va très très vite. Ouais. Oui. Mais c'est pas ce qui l'emporte, hein, je veux dire, c'est pas le péage. Déjà, le coût carburant et usure, ça explose déjà. Hein. Alors, le carburant, ça représente 30% du coût d'une voiture. Alors, selon les chiffres, les Français estiment les chiffres ADEME, je crois. Je me méfie parce que Alain m'a repris sur les chiffres tout à l'heure midi. Donc, l'estimation des Français pour le coût de la voiture, c'est 2220 €, très exactement. Alors là, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est 6000. La réalité, c'est à peu près 6000 €. Moi j'ai 5000 et quelques, mais après bon, on a des chiffres très. Voilà. Voilà, Ça dépend où, ça dépend de la ça voiture, ça dépend, dépend. Voilà. Ça, c'était pour une citadine. Hein. Kilométrage. Oui, ça c'est vraiment très très minoré. C'est effectivement ce qu'ils peuvent identifier facilement. Ça, c'est ce qui nous permet de créer le dialogue avec les agents. Si je commence à parler aux agents des coûts avec les chiffres ADEME, tout le monde va me dire mais moi ça me coûte pas ça ma voiture. Oui. Ça j'ai déjà testé, c'est bon. Donc on va leur parler de choses, ils vont tous pouvoir aller vérifier sur Via Michelin. C'est d'ailleurs intéressant qu'ils le fassent, vérifier les coûts et se rendre compte effectivement. 400 € sur l'aglo, c'est énorme. Hein. C'est Ouais, mais ça fait 40 € par mois, c'est pas. C'est absorbable quoi, je veux dire. Quelqu'un qui vient de Hurte, s'il prend le car, ça va lui coûter 250 € par an. moins que ça, avec l'employeur. 40 € divisé par 2. Comment je Tu fais juste sur le bas. Voilà, il faut avoir un doigté très. Voilà, bon, moi j'ai mis les 50%, 50% pris en charge par l'employeur. Mais c'est que le bus. Puisque le car plus le bus. Ah oui, c'est ça, car plus bus, c'est l'abonnement, c'est 400 €. Ouais. Donc j'ai les chiffres officiels de l'ADEME. Donc une citadine, 6150 € par an. Une compacte et une familiale, on est entre 9450 et 12750 €. Voilà, en essence. Et en diesel, je suis à 5005, Ça c'est si on 7950 achète une voiture neuve. et 10650. Oui, on ne peut pas calculer. Avec un parking, avec du nettoyage. Tu ne peux pas calculer que comme ça. Non, enfin Parce c'est que là, moyenne. Non, mais le problème, c'est que la voiture, tu en as quand même besoin d'une. Tu peux en avoir une au lieu d'en avoir deux. Peut-être, voilà. Je pense que Tu peux avoir si on veut rentrer une partie des charges, etc. dedans, il faut multiplier le coût du carburant par 2. Je pense que ça donne ce que coûte la voiture que pour le transport du travail. Ben, moi, je fais comme ça. Oui, parce qu'on ne compte pas le coût du foncier pour le stationnement. Créer le garage et tout ça, bon, enfin ça c'est une obligation de toute façon. Donc. Alors, les pratiques, on va voir en termes de ce que ça représente en termes de distance, en termes de moyens de déplacement, quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut envisager et quelles sont les prédispositions de nos agents à changer. Alors, en termes de distance, on s'aperçoit qu'on a 25% des agents qui parcourent moins de 3 km pour venir en vélo, le lapsus, pour venir travailler tous les jours, 28% entre 3 et 6 km, ce qui nous fait plus de 50% quand même sur les trajets inférieurs à 6 km, sur lesquels le vélo est le plus compétitif en termes de temps. 30%, à peu près 30% sont dans un rayon de 6 à 15 km. Ça, c'est un rayon pas évident à traiter parce qu'on sort du périmètre Chronoplus, on rentre dans celui du car interurbain avec des horaires qui ne sont pas évidents. Et puis, alors peut-être les cas désespérés, en tout cas dans un premier temps, pour un plan de déplacement, les agents qui sont à plus de 15 km et qui sont isolés tout seuls sur leur trajet. Alors, les moyens de déplacement. On a près de 70% de nos agents qui viennent en voiture tous les jours. Alors là, c'est la question le plus souvent. Hein, comment venez-vous le plus souvent ? On a près de 9%, pas loin de 9% qui viennent 8% qui viennent à pied.
Moins de 7% en bus, ça c'est pas très bon quand même, sachant qu'on a des sites qui sont plutôt bien desservis. 6% à vélo, et puis le reste se répartit en 2 roues motorisées et en autres, on a à peu près 2% des agents qui prennent le train. Les marges de manœuvre. Alors, j'ai essayé de superposer en haut, c'est la répartition des distances des agents parcourus par les agents que je compare avec les modes de déplacement. Et je considère qu'on a 3 types de marge de manœuvre en fonction de cette corrélation distance-mode de déplacement. Alors, la première, c'est ce qu'on peut faire sur les agents qui habitent à moins de 6 km et qui viennent en voiture. Alors, je n'agis que sur ceux qui viennent en voiture, bien sûr. Ensuite, ceux qui sortent juste du périmètre de Chronoplus et qui sont encore à une distance acceptable, et ceux qui habitent le plus loin de leur site de travail. Sur la première, on va essayer de développer l'usage du vélo ou du bus. Sur la deuxième type de marge de progression, on va favoriser, on est encore un peu dans le périmètre de Chronoplus, en tout cas on a des connexions possibles, peut-être en ayant du mixte voiture plus Chronoplus avec des parkings relais. Les cars interurbains, les trains et le covoiturage. Et enfin la troisième catégorie, on va plutôt travailler sur le covoiturage, les cars et le train pour ceux qui habitent le plus loin. Quelles sont les prédispositions? On leur a demandé êtes-vous prêt à ne plus utiliser systématiquement votre voiture? On a 26% qui évitent déjà la voiture et 52% qui sont prêts à ne pas venir systématiquement en voiture, donc c'est plutôt très positif comme prédisposition pour le futur plan de déplacement. Et on a les plus récalcitrants, donc on a un peu plus de 20% qui eux ne sont pas... Alors eux ne veulent pas du tout entendre parler du fait de lâcher la voiture. Mais ils sont honnêtes. Voilà, bon, on ne sait pas où sont placés les hypocrites, hein, mais... C'est peut-être eux qui changeront avant une partie des 50. Parce qu'ils sont honnêtes, justement. En termes de changement, que disent les agents? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, d'une part, pour venir quels sont les plus... pourquoi ils viennent en voiture? Pourquoi ils viennent en vélo, en bus et en covoiturage? Et qu'est-ce qu'ils attendent pour venir en bus, en voiture et en covoiturage? Alors, en voiture... Pourquoi ils viennent en voiture? La première raison invoquée, c'est l'insuffisance des transports en commun. Ensuite, ça revient à peu près au même, c'est à cause des horaires. Le sentiment de liberté aussi est très important et à cause des distances. Et enfin, pour aller plus vite. Bon, et le transport des enfants, là, il arrivait, c'est vrai qu'on était à... Il était pas 60%, je suis obligée de le dire. Comment? Je suis bien obligée de reconnaître que là, c'était pas 60%. J'ai plus le pourcentage en tête. Transport des enfants. Transport des enfants, c'était quand même assez important, mais c'est pas arrivé en tête. Les difficultés, alors ils trouvent que le carburant est cher. Alors c'est intéressant de savoir tout ça pour savoir comment on va agir, sur quel levier on va agir. Ils se plaignent des embouteillages, ils se plaignent des coûts annexes, des préparations et entretien, et puis ils trouvent qu'il y a quand même des difficultés pour stationner, sachant que la ville met à disposition des places de stationnement à tous ses agents. C'est le paradoxe, on a beaucoup d'incohérences dans les réponses des questionnaires. Mais comme le parking est à un quart d'heure, peut-être qu'ils veulent se garer plus près que... Alors le parking est pour le centre-ville à 7 minutes. Hein. Et où c'est que... Paul-My, ouais. Voilà, 7 minutes à pied. 7-10 minutes, ouais. 10 minutes, 10 minutes à cloche-pied. Vous faites le tour de... On fait les magasins. Vous passez les gouverneurs par les gouverneurs, vous êtes de suite à la mairie. Ouais. Vous serez ceux qui... Non, mais c'est 7 minutes, ouais. 7 minutes. Pourquoi ils viennent en vélo? Alors, c'est d'abord pour la santé, ensuite pour l'environnement et parce que c'est plus rapide et parce qu'il n'y a pas de contraintes. Et économique en troisième, mais je l'ai un peu écarté parce que c'est vraiment en troisième position un peu plus éloigné des autres. Les griefs, le manque de pistes cyclables, les intempéries. Alors, on pourra peut-être agir sur le manque de pistes cyclables, sur les intempéries, ça va être plus difficile. On va interdire qui peuvent. On va légiférer là-dessus. Non, mais travailler sur que la ville fournisse des kits, des équipements dignes de ce nom à ses agents, avec le vent qu'il y a eu. Non, dis-toi, ce serait... Le trafic dangereux et le manque de stationnement. Alors là qui est réel, parce que attacher un vélo autour de la mairie, enfin bon, bref, c'est pas forcément... Les intempéries, on peut les lier au stationnement aussi. Parce que c'est-à-dire que c'est d'autant plus facile de faire du vélo quand sous la pluie, quand on peut se déshabiller, mettre ses affaires quelque part.
Ouais. Si en plus on ne peut pas l'attacher, déjà il n'y a pas le basique. Hein. Une stagiaire de Saint-Jean-de-Luz, avant de faire Saint-Jean-de-Luz cet été, qui venait de Sopot à 5 km, donc elle avait toutes les contraintes au niveau des embouteillages et tout ça. Et la contrainte qu'elle a trouvée au vélo, parce qu'elle disait ça va lui faire du bien, pour une stagiaire, une jeune, la seule contrainte qu'elle a trouvée aussi, c'est d'arriver justement en âge. Et comme elle était au comptoir d'une banque, elle ne pouvait pas se permettre de ne pas arriver au gel. Et ça, c'était dommage, je crois, ce côté-là. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Donc, on est quelques cyclistes à la mairie, et c'est vrai qu'en général, on se met à part dans les réunions, parce qu'il y a le côté des sconces, ceux qui sont venus à vélo. Dans nos actions, on est en train de flécher depuis le garage, depuis l'abri de l'eau, les sanitaires, de manière à ce que les gens puissent prendre une douche, mettre leurs vêtements dans un casier. Vraiment, effectivement, c'est des coups de main. Moi, j'ai ma fille qui est à Toulouse, elle allait au travail régulièrement en vélo, tous les matins en arrivant, elle prenait sa douche. Il faut que l'entreprise dispose de douche, parce que c'est vrai que tu ne peux pas travailler bien. Alors pour nous, ça c'était insurmontable à l'hôtel de ville. Pas le fait d'avoir une douche dans les contraintes. Et on a un collègue qui est plus malin que les autres, qui a proposé qu'on ait accès aux douches des loges du théâtre. Et a priori, ça paraît possible, et c'est malin, c'est zéro investissement, juste un mode de gestion, et voilà. Je pense que... Ah oui, là, c'est bien, non mais j'ai mal. Non mais on stigmatise pas, ça c'est le résultat des questionnaires quand même. Pas toujours, on n'arrive pas toujours débouler, c'est ça que je veux dire. Pas toujours. Il y a deux critères, c'est qu'on a l'habitude. Au début c'était difficile, on va transpirer, mais à force de faire du vélo, on apprend à en faire, et on connaît ses limites aussi. Et si on part à l'heure, ou si on part avec 3 minutes de retard, c'est pas pareil non plus à l'arrivée. Il y a juste ça aussi qui peut jouer sur la transpiration. Pourquoi les agents prennent le bus? C'est économique, c'est bon pour l'environnement, ça arrive en deuxième, moi ça m'a beaucoup étonné, et c'est plus rapide. Ça, c'est le troisième qui est devant. Ben non, parce qu'en fait, non, on en revient à prendre le bus ceux qui sont bien placés sur les lignes, les rares lignes favorisées par le... Moins les 7 minutes du stationnement à pied. Alors ceux qui voudraient le prendre et ne le prennent pas trouvent en revanche que la fréquence n'est pas satisfaisante, alors catastrophique, les horaires en vacances scolaires. Vacances scolaires, c'est on détricote tous les horaires et puis on attend le bus, on en a un qui saute sur... c'est catastrophique. Et donc les correspondances, donc il y a un problème de hiérarchisation du réseau, donc qui va se remettre en place, se redéployer, mais ça c'est vraiment un problème. Et le confort et le temps. Alors je ne sais pas trop vous dire, on n'avait pas affiné le questionnaire de manière à savoir ce qu'il y a dedans. Enfin si, moi je sais ce que j'y mets dedans, les fameux bus dans lesquels on ne voit rien du tout à l'extérieur et qui m'énervent. Donc apparemment je ne suis pas toute seule quand même, puisque d'autres collègues ont considéré que le confort des bus n'était pas excellent. Pourquoi ils viennent en covoiturage? Pour des raisons d'économie, parce que c'est sympa et que c'est bon pour l'environnement. Le problème, c'est évidemment de trouver des horaires compatibles et de dépendre de quelqu'un d'autre. Et bon, les trajets compatibles. Le sentiment de dépendance est très fort aussi. Les attentes pour prendre le bus. Alors, des horaires plus adaptés, des trajets plus directs. Donc, tout ça, c'est lié au redéploiement du réseau. Et alors, des arrêts de bus plus proches. Bon. Ça, je ne sais pas trop comment interpréter cette réponse, hein, je vous avouerai. Et des prix plus réduits, je ne sais pas non plus comment les interpréter, parce que les efforts tarifaires sont déjà énormes. 1 euro le ticket, 2 euros l'aller-retour, et puis les prises en charge à 50%, ça fait quand même 11,25 € par mois pour les salariés. Je ne vois pas comment on peut faire mieux par rapport à ce que les gens sont prêts à mettre sur leur voiture. Je trouve que voilà, cette réponse est un petit peu... C'est justement peut-être par un manque de connaissance entre ce que ça leur coûte réellement la voiture et qu'ils n'ont pas l'impression de débourser par rapport à un ticket qui a été... Tout à fait. Je pense que c'est plutôt ça que ça reflète, cette réponse. Des parkings relais. Bon, des parkings relais, je ne sais pas si c'est véritablement un problème. On peut quand même se garer un peu partout pour sauter dans un bus dès qu'on est un petit peu hors de l'hypercentre. Donc ça ne me semble pas une difficulté insurmontable non plus. Pour venir à vélo, alors ça c'est quelque chose qui se retrouve énormément dans les démarches du plan vélo et autres, plus d'aménagement. C'est vrai qu'on parle de pas grand chose, donc là, l'aide à l'achat des vélos électriques et puis des solutions de repli en cas d'intempérie. Et bon, le stationnement, moi j'aurais bien aimé que le stationnement arrive avant pour pouvoir plaider la création de... Mais bon, voilà, c'est arrivé comme ça. Pour venir en covoiturage, il souhaiterait une aide pour trouver des personnes pour covoiturer, une solution de repli en cas d'intempérie et un stationnement. En cas d'imprévu, pardon.
Bon, si on en revient à la démarche, ça c'était la démarche un peu théorique, et je vous disais qu'on avait essayé de mélanger les principes d'action et le diagnostic, et on a donc sauté sur le challenge de la mobilité pour tenter l'expérience et passer à l'action. Je vais vous dire un tout petit peu ce qu'on a fait le jour du challenge de la mobilité. Donc déjà, si vous voyez beaucoup de vélos, c'est qu'on a essayé de favoriser ce mode de transport. On a mis à disposition, on a loué un certain nombre de vélos électriques qu'on a mis à disposition des agents pour leur trajet domicile-travail. On a mis aussi à disposition des tickets 24 heures, des tickets combinés pour ceux qui prennent le car. On a essayé de faciliter le covoiturage. On a créé un carré VIP au pied de la mairie pour accueillir les gens qui viendraient en covoiturage ce jour-là. Le covoiturage ce jour-là n'a pas du tout marché, y compris le covoiturage matrimonial en quelque sorte, parce qu'on a du covoiturage familial et même matrimonial au sein des agents de la ville. Et c'est vrai que, alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce challenge, on a eu, les statistiques, c'était 9%, encore une bataille de chiffres avec Alain, 9% de personnes mobilisées au global. On était à 11%, nous, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas réussi à mobiliser ce jour-là, il faut relativiser les choses quand même si on a été lauréat, on n'a même pas réussi à mobiliser les gens qui, naturellement, viennent autrement qu'en voiture. Ça en dit long quand même. Ça veut dire qu'on a réussi à intéresser des gens. Il y a des gens qu'on a réussi à faire basculer. Ce jour-là, ils ont essayé, tous ceux qui sont venus à vélo, on a des collègues qui sont venus en co-vélo du Staritz, ils sont venus à 3, enfin ils s'étaient organisés, et tout ça. C'était très ludique. Mais les gens qui ordinairement viennent, on n'a même pas réussi à les intéresser. Donc ça, c'est le petit bémol. Parce qu'ils le font déjà. Ils se sont dit, on est déjà dedans, on n'est pas concerné. Oui, alors on a fait une petite erreur de com là-dessus où j'y vais autrement, ils ont compris autrement que d'habitude, donc ça je prends la voiture. Voilà. Et ce jour-là, ceux qui venaient à pied sont venus en voiture. Sur le covoiturage, non, on n'a pas réussi à mobiliser grand-chose, alors que vraiment il y avait un accompagnement. J'ai une de mes collègues là qui a fait un accompagnement vraiment très personnalisé pour les inciter à participer au challenge de la mobilité. En revanche, ça nous a permis vraiment d'engager un dialogue vivant avec les agents, savoir ce qu'ils attendaient au-delà du questionnaire. Et ça a été une démarche vraiment très intéressante. Ça nous amène à quelques conclusions pour passer à l'action. Donc le principe du plan de déplacement, c'est vraiment d'impliquer les salariés. Ce qu'on ne souhaite surtout pas, c'est de leur proposer un plan de déplacement. Ce qu'on veut leur proposer, c'est de participer à l'élaboration. Du best-of du PDE, je vous en trouve sur Internet. L'ADEME a fait ça très bien. On a tous les PDE, les meilleurs PDE de France disponibles. Ce qu'on voudrait, nous, même si on n'invente pas d'autres actions, on voudrait que ça vienne des agents. Donc, on va leur présenter le diagnostic et on va mettre en place en début d'année des ateliers participatifs à la pause déjeuner pour que ce soit convivial, pour travailler sur les actions à mettre en place. En tout cas, les leçons à la fois du diagnostic par questionnaire et du challenge, c'est qu'il faut s'autoriser l'expérimentation. Ce que disait Alain tout à l'heure, c'est rompre le cercle en fait de l'habitude. Ça, c'est très très important. Il y a des gens qui ont découvert le bus pendant le challenge. Ils n'étaient jamais montés dans un bus. Mais il a fallu les accompagner et leur amener l'information, vraiment leur donner les horaires de bus. Du passage, leur donner leur arrêt, où est-ce qu'ils les prenaient, à quoi ressemblait un bus, presque. Oui, les bus verts, c'est des bus. Voilà, non mais très, très clairement, oui. Il faut faire signe pour qu'ils s'arrêtent. Il faut appuyer sur le bouton pour que ça arrête. C'est vraiment un accompagnement. Un catégorie, quand même. Les deux. Merci, tu vois que ça va. Il s'arrête pas tout. Non. Voilà. Il y en a un qui sait pas. Il y a quelqu'un qui n'est jamais monté dans un bus ici. Ah oui. Donc vraiment leur amener, leur mâcher l'information et leur apporter l'information. Et la troisième leçon, c'est que vraiment, ce qu'il faut, c'est essayer de sortir d'une double logique unique. Alors, je m'explique, la double logique unique, c'est un nouveau concept, notez-le bien parce que... C'est un truc féminin, ça, quand même. C'est double logique unique. C'est quand même amusant. Je pense que je vais homologuer l'appellation. C'est que les gens sont dans une logique de « j'ai la même solution tous les jours ». Ça, c'est...
Alors, c'est ce que le Grand Lyon, là, dans une étude qui est très intéressante, a mis en avant en disant qu'on tombe dans une sorte de mise en pilote automatique. C'est l'habitude, on run et tout ça, et donc c'est ça, c'est l'habituation. Je me mets en pilote automatique, je fais la même chose tous les jours, même si, alors on a des collègues, ça c'est le résultat du challenge, pour aller faire de la gym le jeudi, elle justifie de la gym du jeudi pour prendre la voiture tous les jours. Et elle n'est pas la seule, hein, c'est vraiment un phénomène très, très répandu. Et la deuxième double logique clinique, c'est une même solution pour sur tout le trajet. Et donc là, essayer de dire, voilà, il faut combiner. Et même si on n'arrive pas à se priver de sa voiture sur une partie du trajet, c'est pas grave si sur une autre partie, on arrive à désengorger la ville parce qu'on monte dans un bus ou parce qu'on continue à vélo, voilà, avec toutes les difficultés que ça pose évidemment sur l'intermodalité, notamment par rapport à bus-vélo. Ça, voilà, on sait. Et donc voilà, on voulait finir sur un petit clin d'œil avec cette bande dessinée que j'ai trouvée. Voilà, on n'est pas forcément dans quelque chose de faux, on n'est pas très loin quand même de ça. Voilà. Bravo. On va quand même mettre les villes à la caméra. Donc pour ce qui me concerne, je suis interlocuteur des collectivités locales et effectivement, ce n'est pas forcément mon job de parler de déplacement avec le personnel. Pour autant, il y a un an, on nous a demandé, donc, à la direction territoriale, de s'occuper de mettre en place un plan de déplacement d'entreprise, parce que c'est dans les orientations de RDF, et ça avait été fait à Toulouse et à Bordeaux. Et donc, ça serait bien qu'on le mette en place sur l'agglomération bayonnaise. Donc, on se posait quand même quelques questions pour le mettre en place. Ceci étant, on a un animateur qui avait lancé le plan sur Toulouse et sur Bayonne, et sur Bordeaux, pardon, qui est venu nous aider pour la mise en place de ce plan d'entreprise. De déplacement. Alors c'est celui-là. Voilà. Voilà, bon, après, je ne vais pas reprendre le contexte, mais le PDE donc, s'inscrit pour nous dans la démarche à côté du PDU. Bon, il y a différents contextes réglementaires qui fait que ça nous était demandé de pouvoir mettre ce plan en place. Et puis, bon, ça a quand même des avantages, que ce soit économique, social ou environnemental. Donc, économique, hein, consommation de carburant, le coût d'entretien de la flotte. Bon, on a beaucoup travaillé sur le plan de déplacement d'entreprise pour tout ce qui est domicile-trajet, domicile-travail. Par contre, on a aussi quand même mis des actions sur nos déplacements d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des déplacements, diminuer le nombre de kilomètres avec les véhicules d'entreprise. On verse une prime de... Il ne faut pas oublier que les entreprises versent aux autorités qui organisent le transport une prime transport. Hein, on verse 100 kg € à peu près à l'agglomération pour la mise en place de transport. En social, donc la qualité de vie, la gestion du stress, la diminution des accidents de travail, de la cohésion sociale, de la sédentarité, de l'équité, enfin tout ce qui contribue à un mieux-être. Et puis environnemental, tous les efforts qu'on va faire par rapport à ça doivent permettre d'émettre moins de CO2, ça a des conséquences sur le dérèglement climatique, etc. Et puis, je crois que c'est dans le cadre justement du PDU, le faire savoir aux collectivités par rapport au PCET et ces choses-là. Donc le PDU, je ne veux pas le reprendre. Hein, donc ce qu'on a fait donc, pour mettre ça en place, finalement, on s'est dit que la meilleure des choses, c'est de mettre en place un comité de pilotage. On a recherché, parce qu'on a 3 sites sur l'agglomération, donc un à Bayonne et 2 à Anglet, donc des référents PDE, des gens qui vont être sur les sites. Et on n'a pas choisi de passer par le management, mais on a choisi de passer par des agents qui sont motivés pour se déplacer ou qu'on savait qu'ils se déplaçaient déjà avec des moyens doux, qui utilisaient beaucoup moins la voiture que d'autres. Donc de passer plutôt par eux, parce que c'est souvent des fois autour du café qu'on peut parler du déplacement. On a associé donc les organisations syndicales dès le départ. Il y en a 3 sur les 5 qui ont participé quasiment à toutes les réunions du comité de pilotage. Et puis, je ne l'ai pas marqué, mais on a associé notre service prévention-sécurité. Donc, on est passé par une phase diagnostique. On a mis en place une enquête qu'on a adressée à tous les agents, on va en parler un petit peu après,
Derrière, donc, on a fait l'analyse de cette enquête pour déterminer les objectifs, préparer et valider un plan d'action, et on a lancé ce plan d'action le 17 septembre, c'était pendant la semaine de la mobilité. Voilà. Donc le diagnostic, on a près de 60% des agents qui ont participé à l'enquête, donc ce qui est relativement important, surtout quand on regarde sur Toulouse et Bordeaux, on avait 45 et 50%. Donc on a eu un taux de retour très important, on avait fait de la relance. Donc on a des gens sur les sites de Bayonne, après ça a répondu peut-être plus sur le site de Bayonne parce que les gens sont un peu plus sédentaires et on les a un peu plus sollicités. Donc on a un site à la Butte-aux-Cailles et un site avenue du Prince Impérial à Blampignon. On a fait la répartition. On a seulement un tiers qui habite sur la commune où ils travaillent. Alors, on n'a pas regardé sur l'agglo, on a regardé effectivement la commune. Il y en a seulement un tiers de Bayonnais qui travaillent sur Bayonne et un tiers d'Angleux qui travaillent sur Anglet. Donc le temps entre le domicile et puis le travail, en moyenne c'est 23 minutes pour 18 km, donc on a quand même des gens relativement éloignés. On a la moitié des agents qui mettent plus de 20 minutes pour venir au travail. Et 42 résidents résident quand même à moins de 10 km de leur lieu de travail. C'est vrai qu'on a regardé ce 10 km parce qu'effectivement il y a le bus, mais il y a aussi le vélo. Je pense que le vélo, on peut aller, à mon avis, un peu plus loin que 3 km, ou 3 à 6 km, on peut aller jusqu'à 10 km. Et nos chiffres étaient à peu près homogènes d'un site sur l'autre. On avait les mêmes résultats entre Anglet et Bayonne. Donc, les gens utilisent, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est à 80%, pardon, la voiture en solo. Donc, le covoiturage familial, c'est 8%. Donc, c'est quand même... mais ça fait au total 90% où c'est des gens qui viennent seuls en voiture, même s'ils ont déposé avant les enfants. Et il y avait 57% des agents qui n'envisageaient pas de changer de méthode. Donc, ça donnait peu de marge. 15% qui envisageaient le covoiturage, 15% les transports en commun et 12% qui envisageaient le vélo. Davantage de 2 roues motorisées sur le site de Blampignon. Particularité peut-être parce que c'est plus difficile à joindre Blampignon. Les covoitureurs sont surtout sur Boucau, Biarritz et Tarnos. Ceux qui utilisent le plus la voiture, donc c'est plutôt les jeunes. Les agents plus âgés utilisent davantage les 2 roues motorisées. Donc c'est l'expérience ou le fait qu'ils sont là depuis longtemps qui fait qu'ils prennent les 2 roues motorisées. Et près de 60% des agents qui n'envisagent pas de changer les habitudes. Donc le temps nécessaire, plus d'un agent sur 2 à un arrêt de bus à moins de 500 mètres de son domicile. Donc il y a quand même, par rapport aux gens qui sont desservis par le bus, la possibilité de les faire adhérer à prendre le bus. 30% des agents qui sont à moins de 45 minutes en bus de leur lieu de travail. Alors même 45 minutes, c'est déjà élevé pour venir au travail. Ça dépend vraiment où ils habitent. Et les freins à l'utilisation des transports en commun portent principalement sur le temps, la fréquence et l'inadaptation des horaires. Ce qui est clair, pour notre site de l'avenue du 8 mai 45, les gens qui viennent de Tarnos, c'est pas possible, il faut 1 heure, en gros, pour venir de Tarnos. Les gens qui viennent en train, s'ils prennent le bus, il faut 1 demi-heure pour monter. La vision qu'on a, nous, c'est vraiment les travaux de BHNS devraient permettre d'améliorer les choses avec du cadencement, de la fréquence et puis un passage beaucoup plus rapide. Et en descendant le temps à une trentaine de minutes, je pense que ça incitera les gens à venir beaucoup plus en transport en commun. Les freins à l'utilisation du vélo portent principalement donc, sur la distance, les éléments climatiques et le risque d'accident. Les éléments climatiques, on a aussi
pour ça, dans notre plan d'action, proposer que les gens puissent mettre leurs vêtements de pluie, prendre une douche à l'arrivée. Et on avait posé la question, la formation à la conduite à vélo pourrait intéresser 15% des agents, c'est-à-dire les agents demandent à avoir un recyclage, réapprendre à utiliser le vélo, parce que ça s'oublie, et puis quand on est un peu plus âgé, ça peut être difficile de reprendre le vélo. Voilà, donc il y avait quelques leviers sur le covoiturage. Et donc le covoiturage, donc, on nous demande un accès à un site de covoiturage simple, la garantie de retour, donc ça c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que s'ils viennent avec quelqu'un, c'est de pouvoir repartir même si la personne est partie à un autre moment pour X raison. C'est les principales incitations au covoiturage cité. Donc tout ça on l'a mis en place, enfin, donc on a mis des ambitions, donc les ambitions donc, sur 3 axes, hein, le covoiturage, donc le faire passer de 1 à 5% au terme des objectifs du PDE à fin 2015, faire passer la part modale des transports de commun qui était à 1%, la faire passer à 10%, et faire passer la part modale du vélo de 1 à 4%. Donc ça, c'est ces objectifs-là qui nous ont aidés et qui vont contribuer à mettre les actions en place et à les relancer. Et puis on avait sur la partie économique, donc réaliser des économies de carburant, mais ça c'est beaucoup plus sur la partie entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place, les visioconférences, le covoiturage pour aller à des réunions, toutes ces choses-là. C'est important de le dire et de le répéter aux agents. Donc si on va sur une même réunion, ou même 2 réunions qui sont sur un même lieu, mais qui commencent à peu près à la même heure et qui finissent sensiblement à la même heure, ou à Pau ou à Toulouse, de pouvoir partir ensemble. Et puis contribuer à la diminution des accidents de trajet entre 2012 et fin 2015, donc d'inciter, enfin toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre pourraient permettre de diminuer les accidents de trajet. Donc moi j'ai pas repris là les différentes actions qu'on a mis en place, donc à Tourne, on a sur la communication et le pilotage, donc ce qu'on a fait pour lancer l'opération, c'est une journée sur notre site de Bayonne. C'était le 17 septembre, on aurait voulu le faire le 19, mais ce jour-là, il y avait d'autres réunions de prévues, c'était quelque chose, enfin une journée qui était bloquée. Donc on l'a fait le 17 parce que c'était dans le cadre de la semaine de la mobilité. Et donc là, on a permis aux agents de venir pendant 1 heure à 2 heures, se renseigner sur le bus. Donc on a fait venir un bus de Chronoplus et du syndicat des transports, où les gens étaient là pour parler des horaires, des travaux qui vont se faire, répondre à toutes les questions des agents. Le covoiturage, donc on avait fait venir quelqu'un du Conseil général qui a peu parlé du covoiturage parce qu'ils étaient en phase où ils ont refait leur site de covoiturage, ils ont travaillé dessus. Par contre, ils ont beaucoup plus parlé du transport en commun, du réseau Transport 64. Et puis, concernant le vélo, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre entreprise, il y a eu une décision qui a été prise début 2013. Le vélo a été interdit enfin les 2 roues ont été interdits pour les déplacements professionnels. Donc on a peu communiqué, on a peu incité les gens, on a beaucoup plus travaillé sur la partie sécurité. On a parlé de sécurité routière, on a fait des quiz, etc. pour les sensibiliser donc, à tout l'aspect sécurité. C'est essentiellement, si ça a été interdit le 2 roues, c'est beaucoup plus par rapport à l'accidentologie et l'accidentologie liée aux 2 roues motorisées. Pour autant, c'est tous les 2 roues qui est. Donc, on n'a pas trop incité, même s'il y avait des marchands de vélos, et si on a fait voir quand même des solutions avec des vélos, et surtout des vélos à assistance électrique. C'est interdit en usage interne ou on ne peut pas l'interdire, domicile travail. Donc c'est autorisé. Maintenant, c'est interdit sur les déplacements professionnels. Si je viens à une réunion, par exemple, à la mairie de Bayonne, je ne peux pas y venir en vélo. Mais on ne peut pas l'interdire aux agents. Il y a des agents qui viennent en vélo. Peut-être que suite à cette journée, ils ont vu des vélos électriques, enfin à assistance électrique, ils vont venir avec le vélo à assistance électrique. À nous de travailler beaucoup plus sur la sensibilisation, la sécurité, faire en sorte que le vélo passe et surtout qu'il ne s'accidente pas en venant en vélo.
puis on a mis quelques actions. L'idée, c'est aussi de partager et à partir du moment où il y a d'autres entreprises qui auraient des PDE, c'est de faire des PDIE, des plans de déplacement inter-entreprises pour partager tout ce qui est autour du covoiturage, autour des transports en commun et ces choses-là. Et récemment, j'ai échangé avec une collègue et suite à l'échange, je lui ai demandé de m'écrire quelques mots parce que je trouvais que c'était intéressant. Elle m'a envoyé un petit topo sur sa nouvelle expérience puisque suite à la journée, elle s'est renseignée sur le transport 64. Elle habite à Hasparren et elle teste depuis plus d'1 mois maintenant de venir au travail depuis Hasparren avec le transport 64, donc le bus du conseil général, plus le bus de Chronoplus, ce qui lui fait quand même 1 heure de temps de trajet. Ceci étant, ça lui coûte beaucoup moins cher puisque ça lui coûte 20 € par mois. Et puis, comme elle le dit, le bémol, c'est qu'elle a 1 demi-heure de plus, mais ce n'est pas un souci parce qu'elle y trouve beaucoup plus de confort, de repos. Il y a tout ce que ne génère pas la voiture. Et elle s'est fait plein de nouveaux amis. Probablement. Elle se fait draguer, pas de vraiment draguer. Et ça, je m'en suis servi aussi pour le faire savoir aux autres. Et c'est vrai qu'il faut continuer à avoir des actions de communication. Donc, je l'ai fait savoir à tous les gens qu'on avait enquêtés, puisqu'on a j'ai la liste des emails. Et il y en a qui m'ont parlé, qui covoiturent depuis le mois de juin, parce qu'ils sont sur le même lieu, ils sont dans le même service. Et après, il y a des freins aux horaires. Et ils sont en train de regarder pour éventuellement être en A3. Le 3e, pour le moment, ça bloque parce qu'il a un problème de covoiturage familial avec ses enfants. Après, il y a des expériences aussi qui sont moins réussies, où il y a une personne qui est venue me voir après, qui avait voulu prendre le bus sur la ligne Tarnos, au bureau là-haut, et à côté de CGR, à Tarnos. Le matin, elle est arrivée, il y avait plein de jeunes. Quand le premier bus qui est arrivé, il était plein et tous les jeunes sont rentrés dedans, elle n'a pas osé rentrer. Et le deuxième bus, c'était pareil. Donc ça, c'est des freins. Et c'est vrai que c'est important que les agents nous remontent ces choses-là, qu'on puisse interpeller le syndicat des transports, parce qu'il y a peut-être des solutions sur cette ligne ponctuelle. Après, je lui ai dit, tu peux toujours essayer pendant les vacances scolaires, voir qu'est-ce que ça t'apporte, parce que c'est ça, c'est changer, mais ça, on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Et puis après, ça peut être aussi, pour X raisons, il y a des gens qui ont des freins pour revenir, parce qu'ils viennent d'un peu loin, et le midi, ils ont 1 heure, ils en profitent pour aller faire des courses, et là, ils sont désemparés, ils n'ont pas forcément les transports pour aller chez Leroy Merlin ou ailleurs. Après, ils peuvent se bloquer 1 journée dans la semaine, et les autres jours venir en bus, hein, on peut mélanger. Voilà. Merci.